ce projet de loi ou cette tentative, on appelle ça comme on veut, comme étant très mauvaise. Voilà. Là, on touche à des droits individuels, à des libertés individuelles, à la liberté de culte et de conscience dans l'espace public, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, je suis par définition contre. Et je pense aussi que le parti, le parti utilise cette opportunité pour masquer quelques débandades, quelques scandales comme la SACLIC et compagnie, pour se refaire une santé, une réputation pour les prochaines élections. Mais je pense que la question n'est pas vraiment là. Vraiment. Je pense que les lois qui existent déjà au Québec et au Canada elles sont déjà bien. Voilà. Elles sont déjà parfaites pour moi pour gérer ce genre de situation. Donc, faut-il interdire les prières de rue? Je réponds non. Il ne faut pas interdire les prières de rue, qu'elles soient chrétiennes, juives ou n'importe quelle religion ou islamique ou quoi que ce soit. Il y a déjà des lois qui empêchent le trouble à l'ordre public. Bah, il faut juste les appliquer sur tout le monde. Il y a déjà des lois qui gèrent des manifestations religieuses dans l'espace public. Bah, il faut juste les appliquer, tout simplement. Je pense que ça revient plus aux municipalités qu'au gouvernement qui doit décider d'une loi de manière générale et de manière aveugle parce que ça va créer beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette loi existe? En fait, contrairement à ce que pensent, et c'est là où je vais pas du tout être d'accord avec les deux personnes qui ont parlé juste avant. Moi, ce genre de loi, c'est un exemple parfait de ce que moi j'appelle le fait de se conformer ou de s'adapter à l'islam. Quand la démocratie commence à s'adapter à l'islam. Parce que par définition, l'islam, contrairement à ce que pense Malik, l'islam est complètement autoritaire. Et le mot autoritaire ou autoritarisme, ça a une définition. Autoritarisme, c'est quand on commence à toucher aux libertés individuelles. Dès qu'on commence à toucher aux libertés individuelles, donc les libertés garanties, par exemple, la Charte des libertés ou la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on peut commencer à parler d'autoritarisme. Et je suis désolé, mais l'islam touche à pieds joints à ça, et je dirais même qu'il verse dans le fascisme. Et c'est factuel, c'est-à-dire on peut prouver ça. C'est pas une opinion, c'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire il faut connaître la religion pour arriver à cette conclusion. Il y a même la définition du fascisme qu'on pourrait trouver chez Umberto Eco, c'est celle qui fait le consensus. Il a 14 points pour reconnaître le fascisme éternel. On peut l'appliquer, chose que j'ai faite d'ailleurs. J'ai appliqué les 14 points du fascisme éternel de Umberto Eco sur l'idéologie de l'islam sunnite. C'est 14 sur 14. Alors que cette définition, il suffit juste d'avoir quelques points pour être qualifié de fascisme. Et l'islam sunnite coche les 14. Donc c'est factuel. Et c'est sourcé et tout. C'est-à-dire si quelqu'un s'intéresse à cette analyse, on pourra la trouver sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi je dis c'est une façon des démocraties de s'adapter à l'islam? Parce que l'islam sunnite, donc le plus majoritaire, est incompatible avec la démocratie. Il ne peut pas. Comme la Shulama l'a très bien signifié, l'islam est très autoritaire. La démocratie n'est pas autoritaire. Par définition, elle garantit. Elle concrétise les droits individuels, elle concrétise les libertés collectives et le principe de l'égalité de tous les citoyens, indépendamment de leurs différences, que ce soit couleur de peau, sexe, orientation sexuelle ou n'importe quoi. On est tous égaux devant la loi. Donc par définition, l'islam est incompatible avec ça. Parce que l'islam piétine les libertés individuelles, piétine les libertés collectives, il piétine le principe de l'égalité. Donc comment faire pour que l'islam puisse s'imposer dans un endroit où justement il ne peut pas, par définition, parce qu'il est incompatible. Donc il va essayer d'altérer, de changer la démocratie et de l'altérer, de la changer pour commencer à la faire dévier d'un système démocratique vers un système autoritaire. Parce que l'islam est parfaitement compatible avec les dictatures. La preuve, et c'est là où Opium a raison sur ce point, ben la preuve, faut juste aller voir dans les pays où il y a des lois de la charia qui sont appliquées.
Il n'y a aucun pays dans le monde où la charia est appliquée à 100%. Aucun. Mais il y a plein de pays où il y a des lois qui viennent de la charia. Et dans ces pays-là où il y a certaines lois qui viennent de la charia, on n'est plus dans une démocratie. Il suffit de quelques lois islamiques dans la constitution pour que le pays ne soit plus, absolument plus, une démocratie. Et qu'il verse dans l'autoritarisme ou carrément dans la dictature. Parce que justement, la charia touche aux libertés individuelles, aux libertés collectives, et elle touche au principe de l'égalité. C'est pour ça que dans l'Occident, qui est une terre de démocratie, et quand je dis démocratie, ça ne veut pas dire on est dans une démocratie parfaite. Ça n'existe pas non plus une démocratie parfaite à 100%. D'ailleurs, ça aussi, c'est pas une opinion, c'est factuel. En fait, il y a chaque année, pour ceux que ça intéresse, chaque année au mois de février, il y a une étude qui est publiée. L'ONU, avec The Economist Group, qui est une ONG, publie ce qu'on appelle un indice démocratique. Un indice démocratique, c'est une note entre 0 et 10. 10, c'est démocratie parfaite. 0, c'est une dictature absolue. Bah, surprise, il n'y a aucun pays qui a 10 sur 10 et il n'y a aucun pays qui a 0 sur 10. Par contre, si on a une note plus de 8, on est dans une démocratie pleine, on appelle ça. Et là, on retrouve plein de pays occidentaux, européens ou nord-américains. Actuellement, c'est la Norvège qui est classée numéro 1. Je crois que c'est 9,81 ou 83. Et la dernière, c'est l'Afghanistan et la Corée du Nord, qui ont 2,4 ou un truc du genre. Et l'Algérie, mon pays, son indice démocratique est de 3,45. Et cet indice démocratique, c'est-à-dire la méthodologie avec laquelle on arrive à cette conclusion, on donne une note, c'est public. C'est-à-dire il y a 66 critères regroupés dans 4 familles. Et quand on applique une certaine méthodologie qui est encore une fois publique, c'est-à-dire on peut critiquer, on arrive à des résultats. Donc l'islam, il va essayer de changer, c'est toujours ce qu'il fait, il va essayer de changer le régime dans lequel il veut s'imposer pour le transformer petit à petit en une autorité, ou autoritaire plutôt, pardon, en un autoritarisme pour qu'il puisse s'imposer. Et comment il va faire ça? C'est toujours la même méthode. Toujours. La provocation. Toujours. L'islam est tout le temps dans la provocation. Parce que je suis désolé, bah, les prières de rue, comme ça dérange les gens. Les gens ne veulent pas voir ça. Et c'est leur opinion. Et c'est là où il y a le piège. C'est-à-dire les gens ne veulent pas voir ça, ne veulent pas voir de prières de rue, alors que c'est garanti. C'est un droit. Les gens ne veulent pas, par exemple, voir des manifestations où il y a des gens qui vont crier « on veut appliquer la charia ». Pourtant, c'est garanti dans une démocratie. Tu peux faire des manifestations pour demander à appliquer une charia. Normalement, c'est un droit garanti. Et les gens ne veulent pas voir ça. Ça leur fait peur. Et c'est normal. Donc, et c'est là où il faut pas tomber dans le piège de dire « si je ne veux pas voir ça, la seule façon d'y arriver, c'est d'interdire ». Ah, si tu commences à interdire, ça veut dire que tu commences à toucher tes propres droits individuels, tes propres droits collectifs. Et petit à petit, tu commences à altérer ton régime, ton système. Et tu commences à le faire basculer d'une démocratie vers une dictature. Exactement avec les attentats. Et toujours dans la provocation. Donc, comment faire pour ne pas avoir d'attentats? On va commencer à restreindre les libertés pour tout le monde. Et petit à petit, on commence à changer notre régime. Et en plus de ça, ça a une double efficacité. De un, le régime commence à changer. Et de deux, ça donne une opportunité parfaite à ceux qui veulent voir l'islam hégémonique dans une société. Ça leur donne l'opportunité de se victimiser à fond et de se placer dans le rôle où, comme moi j'aime à le dire par exemple dans mon livre, ils aiment à prendre le fauteuil des défenseurs des libertés individuelles, ce qui devient un comble. C'est-à-dire on va commencer à avoir des vrais islamistes purs et durs commencer à défendre les libertés individuelles, ce qui n'a aucun putain de sens. Si tu te dis appartenir à un dogme et que c'est ce dogme-là que tu mets en avant, en plus, le plus en avant,
Ce dogme-là n'a rien, il ne défend pas les libertés individuelles. Mais c'est justement parce qu'on tombe dans le piège dans certains pays démocratiques qu'on va commencer à toucher les libertés individuelles, qu'on donne une opportunité parfaite à ces militants, vraiment à ces militants de l'islam sunnite, de prendre le fauteuil des défenseurs des libertés individuelles, comme on le voit actuellement par exemple au Québec. Là, les présidents d'associations musulmanes et je ne sais quoi, ils prennent la parole. Non, c'est un droit. Oui, alors maintenant vous êtes des défenseurs des libertés individuelles. Mais c'est normal, parce qu'on leur a donné cette opportunité. Je suis désolé, Choulama, moi je suis un militant démocrate. Moi je suis un militant athée. Ce fauteuil-là de défenseur des libertés individuelles me revient de droit. Parce que c'est ce que je mets en avant dans tous les cas de figure, sans aucune hypocrite. Il n'y a pas un côté hypocrite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté, j'essaie de défendre les libertés individuelles, et d'un côté, par rapport à ce que moi je crois pas aux libertés individuelles. Donc, ce fauteuil-là, il me revient de droit. Donc, comment faire pour le garder? Comment faire pour le garder? Eh ben, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est juste que nous, on ne doit plus tomber dans la lâcheté intellectuelle et on va aussi sur le terrain. Si les gens veulent militer et faire des prières de rue ou même carrément des marches pour demander l'application de la charia au Québec, ils ont le droit. Ils doivent juste avoir des personnes en face qui leur mettent sous le nez cette putain de charia. Et à chaque fois. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va défendre en même temps les libertés individuelles. Il n'y a que comme ça que ces gens-là qui militent pour l'islam ne récupèrent pas le fauteuil du défenseur des droits individuels, ce qui nous revient. Il n'y a que comme ça qu'ils vont commencer à avoir honte. Parce que la plupart, si ce n'est la majorité écrasante, ne connaissent même pas la charia. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est à nous en face, les militants démocrates et les militants athées, de faire en sorte qu'on les expose à ce à quoi ils prétendent défendre. C'est-à-dire quand ils vont dire l'islam est la religion de paix et d'amour, mon pote, elle est où? Il est où l'amour dans l'islam? Montre-moi. Montre-moi, sinon je vais divulguer, t'exposer à tout le monde, parce que c'est un débat public, que tu parles sans aucune connaissance et que tu te contentes de répéter bêtement ce qu'on t'a dit. Quand il va te dire l'islam est une religion de tolérance, très bien. Elle est où la tolérance? Montre-moi. Dans le Coran ou dans les paroles du prophète. Elle est où? Il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on va commencer à exposer cette religion de plus en plus. Pardon. Et c'est comme ça qu'on va commencer à exposer cette religion de plus en plus et de plus en plus. À chaque fois que quelqu'un ose prendre la parole dans l'espace public, alors que c'est son droit, je le répète, c'est son droit. À chaque fois que quelqu'un ose prendre la parole dans l'espace public pour défendre cette religion, il doit toujours trouver en face de lui un vrai militant démocrate qui va lui mettre le nez dans cette charia. Autrement dit, qui va lui mettre le nez dans la merde. Et je vais finir par ça. Défendre un droit ne veut pas dire défendre l'immunité, une certaine immunité à ne pas attaquer ce droit, à ne pas attaquer ce que les gens font de ce droit-là. C'est-à-dire défendre la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de conscience, ne veut pas dire que nous, en face, on doit se taire. Non, je défends ton droit, mais sache que ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, en public, tu l'exposes aussi à la critique publique. Et tu vas l'exposer, et s'il y a des gens qui savent faire, ben, c'est très mauvais pour toi. Voilà. Tu veux parler? Parle. Mais si tu dis beaucoup trop de conneries, ben, on va te mettre le nez dans tes conneries. Merci beaucoup, Sholama. Merci à tout le monde. J'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps. Non, c'est correct. Merci, Jack. Et juste avant que tu partes, juste avant que tu partes, Jack, je voulais rappeler que moi, dans ce live, j'ai quand même été très neutre et j'ai dit au début que j'étais contre l'interdiction. J'aurais préféré qu'on restreigne ce droit ou qu'on le balise. Ça veut dire sous quelques conditions. Mais merci pour ton intervention, Jack. Je suis sûr que Malik a beaucoup de choses à dire. Je vais le laisser réagir et après Opium pourra prendre la parole. Merci beaucoup, Jack. Par contre, Suleyman, désolé, juste c'était mon tour. Rapidement, je fais très vite, je dois y aller après. Déjà, Azul, Jack, j'étais pas au courant, mais apparemment je suis kabyle, donc Azul. Moi, je voudrais juste distinguer deux choses. Le droit et la philosophie un peu. Sur le droit,
je suis assez d'accord. Il y a des manifestations aujourd'hui religieuses qui existent, notamment en France. Au moment de l'Assomption, par exemple, il y a des processions, etc. C'est des choses qui existent déjà dans le droit français. Encore une fois, ça me pose pas de problème en tant que tel. Le droit doit encadrer un certain nombre de choses. Si on fait une demande pour prier dans la rue et que c'est autorisé par les autorités publiques, c'est pas contre le droit. Donc en soi, il n'y a pas de souci en termes de droit. Après, que ça me dérange ou que ça me dérange pas à titre personnel, je veux pas faire des lois à partir de mes opinions uniquement, mais pour le bien commun et l'intérêt général. Donc pour l'aspect du droit, à partir du moment où c'est encadré par la loi et que c'est autorisé par les autorités, ça me pose pas de souci que ça soit accepté. Maintenant, j'appelais aussi à autre chose, sur un aspect plus philosophique. Est-ce que c'est une nécessité? Non. Il n'y a pas d'obligation religieuse de prier dehors, dans l'espace public. Et deuxièmement, est-ce que le contexte et la période font que c'est nécessairement une bonne idée? Moi, j'appelais à une réflexion, pas à une limitation du droit, mais à une réflexion de cette religion dans les difficultés d'adaptation qu'elle peut avoir en ce moment, qui amène à ce genre de questionnement. À effectivement le fait que certains sont tentés par des lois autoritaires, même si toutes les lois par nature briment la liberté, c'est le sens de la loi, mais vont aller peut-être dans des extrêmes qui peuvent aussi finalement desservir leurs propres intérêts. Parce que faire des lois spécifiques, c'est pas possible, ce sont des lois générales, et donc interdire quelque chose pour les uns, ça peut avoir un impact aussi pour les autres. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus, et je pense qu'il faut être vigilant sur la pratique du droit. La seule chose que je voudrais dire par rapport à ce que disait Jack, c'est que la démocratie, c'est aussi un exercice technique qu'on fait tous les jours à l'Assemblée en supprimant des droits, en octroyant d'autres, etc. Et il y a par exemple une loi qu'on a mis en place en France qui est une loi générale, qui est l'interdiction des signes religieux à l'école. Donc c'est une limitation de la liberté et du droit individuel. Pour autant, moi j'y suis plutôt favorable puisque j'estime que n'étant pas encore majeur, la France cherche à préserver les mineurs d'influence politique ou religieuse pour leur permettre de former leur esprit critique. Donc on peut mettre des limitations aux droits individuels sans que ça soit forcément aller vers des mesures fascisantes, on va dire. Voilà, donc c'était juste le distinguo que je voulais faire. Je vais devoir vous laisser. Merci à tous. Merci Jack, merci Malik pour l'échange. Merci Shulama pour l'accueil. Merci à toi, tu es toujours le bienvenu. Et avec grand plaisir, merci beaucoup et à bientôt. Passez une bonne journée. Parfait. Malik, c'est à toi de répondre. Bon, salut Jack. Première des choses, je suis agréablement surpris là, par la position que tu as prise aujourd'hui. Tu as commencé en reconnaissant qu'il y avait une récupération politique autour de ce débat-là, puis de refuser l'interdiction des prières de rue, puis rappeler qu'on a déjà tous les outils nécessaires pour encadrer ces situations-là. Je dois avouer que c'est un virage que je trouve important, puis je te salue pour cette ouverture-là, parce qu'on venait d'en débattre il y a pas longtemps. Alors, à mon avis, c'est exactement le genre de nuance qu'il faut avoir pour un... C'est pas un virage, hein. Je peux pas te laisser dire ça. C'est toujours la position que j'ai défendue. J'ai toujours été cohérent. Ben là, t'as posté une vidéo de moi sur YouTube qui dit qu'un avocat québécois affirme que la laïcité est raciste. C'est très simpliste comme titre, mais c'est exactement ça le débat qu'on a eu, mais tu te situais de l'autre bord. Anyway, c'est parfait. Si tu dis que t'as toujours eu la même cohérence dans ce débat-là, je pense qu'il y a un débat sur YouTube où est-ce que je prétends que t'avais la position contraire, mais bref, on partage exactement la même position là-dessus. Et si on est pour avoir un débat, il faut qu'il y ait cette nuance-là, sans aucune caricature, sans aucune instrumentalisation politique. Maintenant, ça, c'était le premier point que tu as à faire. J'ai pas besoin de te débattre là-dessus. On se rejoint exactement dans la même idée là-dessus. Et c'est une position que j'ai depuis maintenant 2007, officiellement là-dessus. Maintenant, je veux juste qu'on soit clair sur quelque chose. La deuxième partie de ce que tu as dit, c'est que tu parlais d'autoritarisme. Moi, la généralisation que tu fais, je la trouve très simpliste. Là, de venir dire, tu sais, l'autoritarisme, c'est pas une question d'islam ou de christianisme, c'est une question de pouvoir. Lorsqu'on lit les livres historiques, c'est de ça qu'on se rend compte. Tu sais, on entend souvent dire, regardez... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Malik. J'ai dit l'autoritarisme, c'est un régime qui touche aux libertés individuelles. C'est la définition de l'autoritarisme. Ouais, mais c'est ce faisant... Il peut être religieux comme il ne peut pas être religieux. Ouais, mais t'as martelé, t'as juste parlé du cas musulman, là. Moi, ce que je dis, c'est que quand on dit que les pays musulmans sont autoritaires,
Puis quand on regarde l'histoire avec un peu de sérieux, on se rend compte que toutes les religions ont connu des régimes autoritaires. Là. J'ai mentionné tantôt l'Espagne sous Franco. Allez, petite Oui, mais parenthèse. Désolé, ça c'est un Malik. sophisme. Hein. Oui, Ça s'appelle le sophisme de la double faute. Mais C'est pas c'est parce que exactement ça que tu as dit. Tu as juste parlé d'islam depuis tantôt. Jack, t'as pas jamais... du tout. Je t'ai Ah, même dit que c'est des pays démocratiques qui risquent de se transformer par même une adhésion populaire vers des régimes autoritaires pour justement faire face aux provocations de l'islam. Et en faisant cela, et là c'est pas l'islam, en faisant cela, ils deviennent plus compatibles avec l'islam, qui lui-même est autoritaire. Tu sais, je prends le temps de faire des analyses vraiment très poussées, mais il faut que les gens aussi prennent le temps de les entendre. Et si tu n'as pas compris quelque chose que j'ai dit, il faut poser des questions. Peut-être que je me suis mal exprimé. OK, donc, toi, fait que je vais te poser la question clairement. Est-ce que tu penses que la charia est une menace ici au Québec? Non, ça n'a pas de sens pour moi de dire ça. Ben, c'est parce que j'essaie de comprendre ton speech. Tu es en train de mettre le monde en garde contre l'islam sunnite dans les sociétés occidentales. Tu as juste parlé d'islam depuis tout à l'heure. Tu as parlé de régime autoritarisme. Tu as parlé des pays musulmans qui sont autoritaires de par leur nature. Tu n'as jamais mentionné une autre religion. J'essaie de comprendre ton point. Ton point, est-ce qu'il y a une menace imminente qui vient de la part de l'islam ici dans les pays occidentaux ou pas? En fait, ce que j'ai compris l'incompréhension. Enfin, le quiproquo, on va appeler ça un quiproquo. En fait, moi, quand je parle d'une forme de menace, c'est pas une menace juridique où l'islam va gouverner au Québec. Je pense pas que ça arrivera un jour. C'est très, très peu probable. Et même en France, je pense que c'est même très, très peu probable. En fait, moi, quand je parle d'un danger, le danger concerne en premier lieu les musulmans eux-mêmes, avant de concerner les autres. C'est-à-dire, moi, ma priorité, si je pouvais faire des priorités, c'est d'abord de parler aux musulmans. Ça veut dire, tu sais, je suis un matérialiste, moi. Un matérialiste dialectique, si tu veux. J'ai quelques côtés marxistes et même quelques côtés anarchistes de Bakounine. Ça veut dire, moi, quand il y a une population qui est soumise, qui est gardée sous une domination autoritaire, cette population-là n'est pas émancipée. Elle n'exerce pas ses droits, ses libertés. Et pour moi, je ne sais pas comment te dire, ma liberté à moi n'a de sens que dans la liberté des autres. Mon émancipation à moi n'a de sens que dans l'émancipation des autres. C'est pas parce que moi je me suis émancipé, moi je me suis libéré, et là j'exerce toutes mes libertés comme je veux. Je fais absolument tout ce que je veux. C'est pas parce que c'est le cas que c'est bon, je me sens bien. Non, je me sens pas bien, je te le cache pas. Je suis algérien, j'ai grandi parmi que des musulmans, donc c'est des personnes que je connais le plus. Les personnes que je connais le plus au monde, c'est les musulmans. Et c'est des gens très bien. C'est même des gens que j'aime. C'est des gens qui m'aiment, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc ça me fait mal au cœur de les voir à cause d'un endoctrinement, à cause de beaucoup de pression, les voir être soumis à une autorité religieuse qui les empêche de vivre. Donc ils doivent s'émanciper. Et quand je te dis l'islam sunnite fait, ça veut dire c'est l'islam sunnite en tant qu'idéologie qui va les utiliser comme outil pour provoquer un changement dans les pays démocratiques, pour que ces pays démocratiques-là adoptent une vision autoritaire, pour que l'islam sunnite puisse devenir compatible, parce qu'il n'est pas en l'état, le régime d'islam sunnite n'est pas compatible avec une démocratie. Il n'est compatible qu'avec des régimes autoritaires. Et quand je te parle de pays musulmans, c'est-à-dire les pays qui ressemblent à l'Algérie, si tu veux, que ce soit le Maroc ou autre, ça veut dire qu'on peut aller littéralement, de manière factuelle, vérifier dans la Constitution. C'est-à-dire dans la Constitution algérienne, par exemple, il y a, il y a la loi 144 bis 2, il y a la loi 87, il y a le code de la famille. Je te donne juste 3 exemples. Hein. Et c'est les points où la charia s'est immiscée dans la Constitution. Et on n'a pas eu besoin de plus que ça pour transformer ce régime en un régime autoritaire. La loi 144 bis 2 touche directement la liberté d'expression, la liberté de culte. Directement, elle l'annule.
La loi 87 touche directement à l'exercice du pouvoir qu'elle le rend exclusif aux musulmans. C'est littéralement ce qu'elle dit. Et le code de la famille qui a été promulgué en 1984, c'est littéralement la charia appliquée sur le régime familial et surtout sur les femmes. Et ça annule purement et simplement l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Ça l'annule. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, en 2025, un pays en Afrique du Nord qui applique un régime d'apartheid. C'est-à-dire, il fait la distinction entre deux sexes. Si tu es un homme en Algérie, tu as beaucoup plus de droits qu'une femme. Pourquoi? Parce que le code de la famille. Et le code de la famille vient d'où? Il vient de 100% de la charia. Il vient de 100% du Coran. Il ne vient pas du Capital de Marx. Il ne vient pas de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Il vient du Coran. Donc il faut savoir dénoncer les choses. Mais il faut savoir le dénoncer de la bonne façon, en restant bien appuyé sur ses appuis démocratiques. Il ne faut pas tomber dans des réflexes autoritaires. Est-ce que c'est clair maintenant ou tu as besoin de plus d'explications? Non, c'est juste que je trouve que lorsque tu martèles sur l'islam sans arrêt, je trouve que ça manque de cohérence, là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, OK, c'est quoi, on va même pas mentionner les autres religions, mais on va parler des pays qui sont athées, là. La Chine, officiellement, c'est un pays qui est athée. Regarde le contrôle sur les citoyens avec une surveillance de masse incroyable. La Corée du Nord, c'est un pays qui est athée aussi. C'est un régime totalitaire. Puis là, même certains pays qui se disent laïcs, quand tu regardes la Hongrie... Ça aussi, c'est un sophisme. Ben, c'est pas un... Arrête, là. À chaque tu fois peux que pas parles, penser mais tu peux toi, pas c'est penser pas du avec des sophisme, mais moi, sophismes. c'est du... Écoute-moi. OK, d'abord, Mais c'est tu peux quoi? pas penser. Pour un avocat, c'est un comble d'utiliser les sophismes pour penser, pour raisonner. C'est un comble. Normalement, OK. un avocat doit éviter à Depuis... tout prix ces sophismes-là. Et il est Depuis... là pour imposer la vérité. Il est là pour imposer la rationalité, la Jack, t'as logique. fait un monologue de 20 minutes. Le tribunal est le temple. Le tribunal, c'est le temple de la vérité. C'est le temple de la réalité. Donc, de la logique et de la rationalité. Il ne peut pas être le temple de la manipulation et du sophisme. Quand tu dis la Chine est un pays athée, est-ce que tu sais ce que ça veut dire athée? Athée, c'est pas un mot positif, dans le sens où il y a toute une idéologie qui va avec. Athée est un mot négatif, c'est-à-dire c'est juste l'absence de quelque chose. L'athéisme, c'est rien, c'est littéralement rien. Donc, C'est comme si je te disais moi, on parle d'un régime c'est comme si je te autoritaire. disais moi, les gens croient aux licornes, moi j'y crois pas. Je suis alécorniste. Ben, les gens croient en Dieu, moi j'y crois pas. Je suis athée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec l'athéisme? C'est-à-dire une politique? Il n'y a rien. Aucune Jack. politique. Est-ce qu'il y a des sciences qui vont avec l'athéisme? Rien. Il n'y a absolument rien qui va avec l'athéisme. Donc ces régimes-là, que ce soit la Corée du Nord ou la Chine, le régime autoritaire et c'est des dictatures, il faut le dire, ne s'appuient pas sur l'athéisme parce que c'est pas possible. Donc ils s'appuient sur d'autres idéologies. Alors que dans le cas de l'Algérie, je suis désolé, je viens de te démontrer par A plus B les lois qui touchent aux libertés individuelles, qui touchent aux libertés collectives, qui touchent au principe de l'égalité, et ces lois sont écrites noir sur blanc dans le Coran. On peut pas faire plus clair que ça. Parce que si tu me dis, ça s'appuie sur l'athéisme pour toucher les libertés individuelles, dis-moi sur quel principe athée on peut toucher aux libertés individuelles? Et par quel principe athée on va toucher à l'égalité? Tu trouveras rien, parce qu'il n'y a rien dans l'athéisme. Ben, c'est faux, parce que l'athéisme en Chine, là, c'est pas un simple choix philosophique comme tu parles, là. C'est un instrument qui est politique. L'objectif là, du Parti communiste chinois, là, c'est pas de supprimer la religion, mais c'est de, c'est de subordonner toutes les institutions religieuses à l'autorité de l'État. Alors, ce que tu viens de dire, c'est factuellement faux. Maintenant, si je peux me permettre, là, j'aimerais ça te placer à un point. Tu as fait un monologue d'à peu près 20 minutes. Je suis même pas encore sûr de comprendre exactement de quoi tu parles, mais tu dis que je suis dans le sophisme à chaque fois que je m'ouvre la bouche alors que je te donne des faits concrets, là. Tu sais, tu parles des dérives de... Écoute, il y a des dérives présentement aux États-Unis, là. OK? Il y a des restrictions au niveau du droit de vote, au niveau du droit des femmes de disposer de leur corps, au niveau de l'enseignement de certains sujets dans les écoles. Puis tout ça, c'est au nom d'une idéologie, là. C'est pas au nom de la religion. Fait que l'autoritarisme, ça vient pas des religions, ça vient des hommes.
Ça vient des systèmes politiques puis des groupes qui veulent concentrer le pouvoir. C'est ça mon point. Tu parles depuis tout à l'heure d'islam, Attends, mais il j'ai y a pas compris, plein ça de... vient des hommes. Hey, est-ce que tu me niaises, Mais- Jack? Est-ce que tu comprends pas ce que je te Non, mais- dis depuis tout à l'heure? En quoi? Non, Ok, mais il y a quand des- tu dis, quand il y a tu dis des- ça vient des hommes et pas des religions, c'est comme si tu faisais la distinction entre les deux. Mais les Non, religions aussi parce- viennent des hommes. écoute-moi. Tout vient des hommes. OK, là, je t'ai laissé parler, je veux que tu me laisses parler. Là. Il y a des pays musulmans démocratiques stables partout à travers le monde. L'Indonésie, c'est la Vas-y, plus grande c'est- démocratie musulmane au monde. Le Sénégal, c'est un pays où est-ce qu'il y a un changement... L'Indonésie, parlons de l'Indonésie. Parlons de l'Indonésie. Que se passe-t-il dans Hey, certaines Chulama, régions de l'Indonésie Chulama, quand- c'est quoi? C'est, quand moi, on- j'ai pas le droit de quand- parler. quand- parce que- quand des jeunes pratiquent la fornication. C'est en Indonésie. Hein. À entendre ton exemple, il n'y a pas de dérive, par exemple, aux États-Unis, qui est le home of the brave, land of the free. Comme c'est complètement Alors écoute-moi bien, débile que tu écoute-moi parles bien ce que je vais te dire. Hein. parler. Les États-Unis en 2025, c'est caca. Je vais pas la défendre. C'est bon. Alors l'Indonésie, on fouette les gens en public parce qu'ils ont fait l'amour sans être mariés. C'est ça ton exemple de démocratie. Je suis désolé, c'est pas le mien. Tu peux prendre des exemples dans n'importe quel pays où est-ce qu'il y a des dérives, puis il y a des dérives qui sont graves. Mais lorsque tu parles de la situation de l'islam à travers le monde, c'est que il y a pas, la charia n'est pas en train de s'appliquer dans tous les pays musulmans. C'est faux de prétendre ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu y vas C'est avec faux. une légalisation. Attends, deux secondes. C'est faux de prétendre ça parce que j'ai pris l'exemple de l'Algérie. En Algérie, l'homme peut épouser 4 femmes et la femme un seul homme. L'homme en Algérie hérite le double de sa sœur en termes d'héritage. Dis-moi si ça vient pas de l'islam, ça vient d'où? Je t'écoute, vas-y. OK, puis, sais-tu quoi, on peut parler justement là, du droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que ça vient du christianisme ou est-ce que Je ça viens vient d'un littéralement groupe te dire États-Unis, caca boudin. Je défends pas les États-Unis. Ok, C'est de la merde. alors- Alors dis-moi si ça vient pas de la charia. L'homme en Algérie peut épouser 4 femmes en même temps, et la femme ne peut pas. Il y a inégalité des droits. Et l'exemple... Ça vient d'où? Si ça vient pas de la charia, ça vient d'où? Hey, Chulama, je peux-tu placer un mot depuis tantôt? J'ai l'impression que c'est un... Merci beaucoup. J'ai l'impression... Non, regarde, sais-tu quoi? Je vais régler ton problème tout de suite. Malik, là. Malik, regarde, attendez, Malik, je vais te laisser 2 minutes, s'il te plaît, Jack, on le laisse répondre à la question. La question est très simple. Tu as dit ça vient de où si c'est pas de l'islam? La parole est à toi, réponds à la question et dis ce que tu veux. Jack, l'exemple de l'Algérie est malheureux. OK? Puis je suis vraiment désolé pour ton pays que ça soit ainsi. Mais là, moi, je suis au Québec. Je vis au Québec. J'essaie de répondre à ça par rapport au Québec. Ce qui se passe ici au Québec et au Canada. On entend tout le temps parler de la menace de la charia, des soi-disant dérives religieuses. Mais on va être sérieux 2 minutes, là. Ici, au Québec, on a déjà tous les outils pour encadrer les pratiques religieuses puis les débordements éventuels. C'est pour ça qu'on a une charte canadienne puis une charte québécoise. Les tribunaux, ils ont un pouvoir clair pour annuler n'importe quelle décision qui irait à l'encontre des droits fondamentaux. La loi 21 sur la laïcité, elle est déjà en place, puis elle balise clairement la neutralité de l'État. Alors, pour ceux qui disent que la charia et le Québec, là, non, c'est juridiquement impossible. Au Québec, au Canada, seul le droit civil ou le droit criminel canadien va s'appliquer. Fait que la charte canadienne, la charte québécoise, ils sont supérieurs à n'importe quelle règle qui peut provenir de n'importe quelle religion. Fait que moi, là, je dors tranquille le soir. OK, même si une minorité, comme les musulmans, réclamait une espèce d'arbitrage religieux au nom de la charia, les tribunaux ne le reconnaîtraient pas comme base légale. D'ailleurs, ça s'est passé en 2005. Si tu te rappelles, l'Ontario, là, elle a explicitement interdit tous les tribunaux religieux, y compris ceux des musulmans, des juifs et des chrétiens. Alors, cette peur-là que vous alimentez tout le temps, que l'islam sunnite, c'est une menace aux institutions occidentales ici, non. La menace, là, ça vient des dérives autoritaires. Les dérives autoritaires, on a un clair au sud de notre frontière aux États-Unis. OK? Oui, ils utilisent la religion comme certains prétextes dans leur discours, mais non, c'est un homme autoritaire qui vient restreindre le droit de vote, la liberté des femmes de disposer de leur corps, et est en train d'empiéter sur un paquet de droits. Alors là, chez moi, avec la calice de religion, parce qu'il y a du monde qui prie en public, pour moi, c'est pas une menace. Moi, je dors tranquille le soir, sachant qu'on a un ensemble de règles ici qui vont venir nous protéger. Puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire comme quoi ces règles-là sont pas bonnes ou sont mal appliquées parce qu'il y a une gang de 20 musulmans qui prient devant la basilique Notre-Dame. Tu comprends-tu mon point? Comprends-tu mon point? Puis là, de tout le temps marteler l'islam, parce que c'est à 99% ton contenu, Jack.
À 99% de ton contenu, ça parle juste d'islam, mais Chris, il y a un ensemble de pays à travers le monde qui sont même pas musulmans où est-ce qu'il y a des dérives autoritaires, où est-ce qu'il y a des restrictions aux droits et libertés. Il y a des pays où est-ce que la religion ne fait même pas partie de leur constitution, puis où est-ce qu'il y a des restrictions aux droits et libertés. Alors c'est tout. Cette généralisation-là, je suis plus capable de l'entendre. C'est aussi simple que ça, c'est ça mon point, là. Puis regarde, je suis capable de le faire en dedans de 25 minutes. J'ai pas besoin de 25 minutes pour parler. Puis après ça, tu me dis que je suis sophisme. Depuis tantôt, je te donne des exemples. Malik, Malik, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Dans les lois des pays qu'il a nommés, ça vient de où si c'est pas de la charia? Je sais même pas c'est quoi la charia. Je ne sais même pas c'est quoi la charia. On en parle. Puis tout ce que je sais, c'est que si la charia existait vraiment, si c'était un ensemble de lois qui existait vraiment, ça serait appliqué de manière uniforme dans tous les pays. Mais c'est pas Absolument ça. Absolument pas. Au Maroc, il y a des... Écoute-moi. Je peux parler, Choulama. Il m'a posé une question, je vais répondre. On donne 30 secondes à Malik et Jack, c'est à vous. Allez-y, Malik. Au Maroc, la charia va venir s'appliquer dans des droits qui sont personnels. OK? Mais je suis dans l'hypothétique, man. Je vis au Québec. Toi, tu vis au Québec, Jack. Tu es en train de me parler de charia comme si c'était une menace imminente. Je viens de te faire un monologue de 5 minutes pour te dire comme quoi c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Je t'ai dit que c'était pas une menace. Je t'ai dit littéralement que c'était pas une menace imminente. Je t'ai dit que c'est peu probable qu'elle prenne le pouvoir. Donc je sais pas pourquoi tu fais encore un sophisme, le sophisme de l'homme de paille. Tu sais, le plus drôle là-dedans, c'est que tu dis en même temps, je ne sais pas ce que c'est que la charia. Tu le dis, tu le prononces, et je pense que tu penses que c'est vrai, que toi, tu es ignorant par rapport à la charia. Quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas ce que la chose est, comment peut-on la reconnaître quand on la voit? On peut pas, par définition. Tu peux pas dire en même temps, je ne sais pas du tout ce que c'est que la charia, et en même temps dire, il n'y a rien de charia dans ces lois. Ben, tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux pas la reconnaître quand tu en vois une. Les deux, c'est-à-dire les deux propositions sont incompatibles, sont mutuellement exclusives. Tu comprends ça? Moi, je connais la charia. La charia, c'est en arabe, sharia, c'est-à-dire la législation. Et la législation, la sharia dans l'islam sunnite, elle a 4 sources. 4 sources dans les 4 écoles de l'islam, 4 écoles de jurisprudence dans l'islam sunnite. Non. Là, je vais faire 10 minutes en ignorance. Comme ça, tu pourras la reconnaître la prochaine fois que tu la vois. Donc, la charia, elle a 4 sources essentielles dans les 4 écoles de jurisprudence. 4 écoles de jurisprudence. Donc, la première, c'est le Coran. Le Coran, Kalam Allah, le monde s'en fout, qui est expliqué dans la charia. Il veut pas écouter, il veut rester ignorant, Choulama. Non, je veux rester ignorant parce que Malik, attendez, Malik, on va laisser Jack. Oui, on va laisser Jack. Attends, Malik, je ne resterai pas ici à avoir un monologue sur la charia, ça m'intéresse. Mais Malik, tu dis que tu connais pas la charia, on veut juste comprendre c'est quoi. Sais-tu pourquoi je la connais pas? Parce que j'ai jamais pris le temps de lire là-dessus, parce que je m'en Il n'y a pas de souci. Tu veux rester ignorant de la charia, reste ignorant. Mais ne dis pas en même temps, je ne sais pas ce que c'est que la charia. Et sur ce que tu me montres là, il n'y a pas de charia. Tu peux pas, par définition. Si tu ne connais pas la charia, tu ne peux pas affirmer là où elle est et là où elle ne l'est pas. Je suis pas d'accord avec toi parce que Jack, tu as eu un débat avec moi. Ah oui, carrément. Tu as eu un débat avec moi. La logique, ça te dit quelque chose? Jack, ça fait 4 ou 5 débats qu'on a ensemble. Pourtant, tu as tout le temps débattu de juridique avec moi, alors que clairement, tu ne comprenais rien là-dedans. Puis à chaque fois, tu fais un pas vers ma position. Aujourd'hui, tu as carrément adopté ma position, alors que là, une semaine, tu n'as pas... Rien à voir avec ta position. Ben oui, c'est exactement ma position que je dis depuis le départ. Absolument pas. C'est juste que je n'ai pas ta position. Je n'ai pas la position de l'extrême droite. Tu comprends ça? J'ai pas votre position, j'ai la mienne. OK, parfait. T'as la mienne, elle ressemble étrangement à la mienne, par exemple, puis elle a évolué à travers le temps. Là, tu me parles d'un sujet qui premièrement, qui ne m'intéresse pas. Deuxièmement, je n'y connais pas, alors je ne débattrai pas là-dessus. Troisièmement, je sais une chose. S'il y a une gang de musulmans ici qui veulent imposer la charia, ou peu importe ce qu'ils veulent imposer, on a des limites juridiques qui vont faire en sorte que ça va tomber à l'eau. Alors, tout ce débat-là, pour moi, il est juste futile. Puis, alors, toi, si tu veux aller dans ton, et si tu veux rester dans ce live-là puis parler de ça, tu me le dis, je vais débarquer, j'ai pas envie. I don't want to partake. Moi, j'ai eu mon débat juridique avec toi, that's it. Tu n'es pas un otage sur ce live. Tu peux partir quand tu veux. Voilà. Parfait. Choulama, je pars puis je laisse avec un monologue sur
la charia. Puis si ça intéresse du monde, tant mieux. Moi, ça m'intéresse plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai été très clair là-dessus. Puis sais-tu quoi, curieusement, depuis le départ, ce que je dis là-dessus, c'est exactement ça qui s'est passé. Puis je salue Jack d'être revenu à ma position là-dessus. T'as énormément évolué depuis le départ. Malik, avant de partir, on va laisser peut-être Jack te dire une dernière chose. Moi, je te remercie d'avoir participé au débat. T'es toujours le bienvenu pour prendre la parole. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. En fait, il commet plusieurs sophismes, justement, Malik, et je pense qu'il y en a un qui devrait connaître. Ça s'appelle le sophisme de la solution parfaite. Et pourquoi j'invoque ce sophisme-là? Parce que lui, il pense que on peut commencer à dire que la charia s'applique quand elle est appliquée à 100%. Ce qui n'a aucun sens. Alors, je vais le dire à tout le monde, hein, pour que les gens comprennent. Il n'y a aucun pays dans le monde en 2025 qui applique la charia à 100%. Et heureusement d'ailleurs. Je vais vous surprendre, hein. Même les drapeaux noirs en Irak et en Syrie, même les drapeaux noirs n'ont pas pu appliquer la charia à 100%. C'est-à-dire, ils l'ont appliquée à un certain pourcentage. Parce que elle est horrible, elle est barbare. S'il y a un seul pays au monde qui applique la charia à 100%, ça serait l'enfer sur terre. Et je penserais même que tous les autres pays vont lui faire la guerre. Tellement ça serait un régime complètement barbare et complètement atroce. Le truc, c'est que, encore une fois, et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça veut dire, il suffit que la charia rentre sur quelques lois, on peut conclure que ces lois-là, où c'est la charia qui s'applique, elle va forcément toucher aux libertés individuelles, forcément toucher aux libertés collectives et forcément annuler l'égalité. Et j'ai même donné un exemple. Mon pays à moi, l'Algérie, j'ai donné plusieurs exemples où la loi a été remplacée par une dimension chariatique. C'est-à-dire le reste des lois de la Constitution, c'est pas de la charia. Je dirais même que c'est plutôt démocratique. Mais il a suffi de quelques lois de la charia pour transformer ce pays-là en un pays autoritaire, dans le sens où c'est un régime autoritaire. Il touche aux libertés individuelles, il touche aux libertés collectives, il touche au principe de l'égalité. Et là où il touche, et on va aller voir la loi qui justement piétine ces droits et libertés, ben ces lois-là viennent directement de la charia. Et la charia, c'est quoi? La sharia, donc la législation, ça vient de ce qu'on appelle ça vient du Coran, le Coran, qui est toujours expliqué dans l'islam sunnite par ce qu'on appelle les tafasir, les exégètes. Les plus connus, c'est Tabari, Ibn Kathir, mais il y en a d'autres, comme Al-Baghawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalayn. C'est-à-dire, on a le Coran, la parole d'Allah, qui est expliqué. On va trouver les explications des versets chez ces savants-là. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle la sunna. As-sunna. Ça veut dire, c'est quoi la sunna? Ça veut dire ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a décidé ou avalisé. Kullu ma qalahu ar-rasul, ma fa'ala ar-rasul, wa ma qarrara ar-rasul. Ça s'appelle la sunna. Et où est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça dans ce qu'on appelle la biographie, la sira, et on va aussi trouver ça surtout dans les hadiths, c'est-à-dire les hadiths authentiques. Les deux recueils de hadiths authentiques les plus connus et les plus importants de l'islam, qui font source de charia, c'est Sahih Bukhari et Sahih Muslim. La troisième source de la charia, c'est ce qu'on appelle le consensus, al-ijma'. Ça veut dire quoi le consensus? Ça veut dire c'est le consensus des savants de l'islam sunnite, des 4 écoles, les savants. Ça veut dire il y a un consensus entre tous les savants. Hey, il y a deux genres de consensus. Ça s'en va où, ça, cette affaire-là? Je comprends même pas pourquoi il parle de ça. Ok, est-ce que je vais poser une question? Choulama, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Les changements dont tu parles. Malik, s'il te plaît, on va laisser faire la démonstration. Oui, mais attends, mais tu le diras dans ton tour de parole, Malik, et on comptera sur toi pour dynamiser. Mais s'il te plaît, laisse-le terminer. Après, c'est à toi, et comme tu l'as pas interrompu, on va pas t'interrompre. S'il te plaît. Jack, continuez, s'il vous plaît. Ok, donc la troisième source, c'est le consensus, donc l'ijma', donc le consensus des savants. Il y a le consensus déclaré et le consensus c'est-à-dire l'ijma' al-sarih ou l'ijma' al-sukuti. Et donc c'est la troisième source de la charia dans l'islam. Et c'est dans cette troisième source
qu'on va retrouver par exemple les versets coraniques, leurs explications, les hadiths authentiques et les discussions des savants qui vont arriver de manière générale à affirmer des choses dans l'islam, en s'appuyant bien sûr sur le Coran, en s'appuyant sur les hadiths authentiques. La quatrième source, c'est ce qu'on appelle al-qiyas, ou l'analogie. C'est quand il y a un manque, on va essayer de faire une analogie pour sortir quelque chose. Et après ça, les quatre écoles vont différer dans leurs sources de la charia. Mais les quatre premières sources que je viens de citer, c'est les quatre sources communes des quatre écoles principales de l'islam sunnite. Et donc quand moi je te dis qu'il y a des lois en Algérie ou en Indonésie, tu as cité l'exemple de l'Indonésie, ou au Maroc, puisque tu es marocain, et on constate que ces lois-là sont des lois autoritaires, dans le sens où elles méprisent le citoyen dans ses droits. Si on va lire ces lois-là, et on va chercher d'où est-ce qu'elles viennent, elles vont toujours venir de l'islam sunnite. Dans ces pays-là, ça ne veut pas dire que les autres pays autoritaires aussi c'est la même chose. Ben non. S'il y a un autre pays qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui a aussi des droits autoritaires, ben on cherchera la source de ça et on trouvera. Et ça sera pas l'islam. Mais dans le cas de l'Algérie ou du Maroc, je te rappelle que au Maroc, ton pays à toi, ton pays d'origine, je sais pas quel lien tu entretiens, il y a la loi 222. Va lire la loi 222. Si tu es vraiment un avocat, donc un défenseur des droits individuels, un défenseur des libertés, tu devrais piquer une crise sur la loi 222 appliquée au Maroc. La loi qui dit que le Marocain qui est connu comme tel, écoutez bien l'absurdité de cette loi, ceux qui sont connus de manière notoire comme étant marocains n'ont pas le droit de manger. Je répète, ils n'ont pas le droit de manger ou de boire à l'extérieur pendant la journée, pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est si tu es connu de manière notoire comme étant un Marocain. Même en Algérie, il n'y a pas ça, je te préviens. Même en Algérie, il n'y a pas ça. Et pourtant, l'Algérie est un vrai pays autoritaire. Au Maroc, si tu es Marocain, c'est-à-dire moi, par exemple, je suis Marocain, et avec Choulama qui est Américain, on se balade, lui, il mange son sandwich, moi, je bois ma bouteille d'eau, moi, je vais aller en prison. Et lui, non. Et ça, tu trouves ça normal? Ben, bien sûr qu'il faut se révolter contre ça. Et le problème, c'est que quand il y a des gens qui se révoltent contre ça, ben, ça plaît pas trop à des gens comme Malik. Et tout le problème est là. Et ils vont tout faire, absolument tout faire pour rendre la parole, ce qu'on appelle la parole des concernés, c'est-à-dire ceux qui sont touchés par une injustice, complètement inaudible. Ils vont leur tomber dessus. Ils vont essayer de les écraser. Au nom de quoi? Malheureusement, au nom premièrement, de l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est toujours le terreau de l'injustice. La connaissance est le terreau de la justice et de l'égalité. Donc, c'est au nom de l'ignorance, parce qu'il ignore complètement ce que c'est que l'islam, il ignore complètement ce que c'est que la charia, il ignore complètement l'implication de l'islam et de la charia dans des lois injustes et méprisantes et dictatoriales. Donc, c'est au nom de toute cette ignorance-là qu'il va être ce qu'on appelle en démocratie l'idiot utile de la volonté hégémonique de l'islam. OK. Est-ce que je peux poser une question à... Malik, regarde. Là, c'est ton tour de parole. Moi, je te garantis qu'on va pas te couper ta parole. Fais ton argument et tu poseras tes questions à la fin, comme ça, Jack pourra y répondre. Non, je veux comprendre la pertinence de ce que tu viens de dire là, depuis 10 minutes ici au Québec, parce que je suis un citoyen, je suis un résident du Québec et un citoyen canadien. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est quoi la pertinence de tout ce que tu viens de dire ici au Québec et au Canada? Donc, la question est posée à Jack. Pardon, j'ai pas entendu. J'étais en train de parler avec ma femme. C'est quoi la question? Jack, ma question est vraiment simple, OK? Ouais. Je veux connaître la pertinence de ce que tu viens de dire depuis 10 minutes pour un citoyen, pour un résident du Québec, un citoyen canadien. Merci. En fait, la pertinence, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire, de un, je t'ai dit que la connaissance est le terreau de la justice et l'ignorance est le terreau de la manipulation et de l'injustice et de la domination. Donc, encore une fois, mon discours s'adresse en premier lieu aux musulmans
d'ailleurs qu'ils soient mes concitoyens algériens ou mes concitoyens canadiens. En premier lieu, le discours que je fais ou que je tiens s'adresse à eux. C'est-à-dire, je vais diminuer leur ignorance par rapport à quelque chose. Autrement dit, par rapport à l'islam. Et c'est toujours bon de connaître les choses. Tu peux pas nier ça. L'ignorance, c'est très mauvais. C'est-à-dire, en premier lieu, mon discours s'adresse aux musulmans. C'est-à-dire, c'est par la connaissance et surtout, c'est par les outils critiques, les outils philosophiques, les concepts que les gens arrivent à s'émanciper. Donc, les gens auxquels je m'adresse en premier, c'est les musulmans. En deuxième lieu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça s'adresse à tout le monde. Ça veut dire comment réagir. Et encore une fois, j'essaye d'apporter ce qu'on appelle un discours cohérent, un discours raisonné, rationnel, basé sur des connaissances, mais aussi basé sur des observations, basé sur l'expérience, si tu veux. C'est-à-dire ça, tout à l'heure, quand j'ai dit l'idéologie de l'islam sunnite qui se voit hégémonique, c'est-à-dire exercer une certaine autorité, elle agit toujours de la même façon, par les provocations, pour provoquer les gens, pour qu'ils aient un réflexe autoritaire. Et une fois qu'ils aient ce réflexe autoritaire, ils s'altèrent, ils changent. Et donc l'islam sunnite est plus compatible avec eux. Et en plus de ça, quand ils sont dans la provocation, donc les gens réagissent de manière autoritaire, et ils adoptent, ce qu'on appelle une position victimaire. Ils adoptent même une position où c'est eux qui deviennent les défenseurs des libertés individuelles, ce qui est un comble. Donc je partage toutes ces connaissances-là avec en premier lieu mes concitoyens musulmans et en deuxième lieu avec mes concitoyens non musulmans. Ça, c'est ce que je fais. Est-ce que ça te dérange de le faire, que je le fasse? C'est pas grave. Soit. Le truc, c'est que j'ai le droit de le faire. Tout ce que tu peux me reprocher, c'est de 1, s'il y a de l'intimidation dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a de la manipulation dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a de la violence ou l'appel à la violence dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a des sophismes dans mon discours, tu n'en trouveras pas. Et s'il y a des mensonges dans mon discours, tu n'en trouveras pas. OK. Est-ce que je peux répondre à ça? Choulama, j'ai des obligations familiales, je dois vraiment vous laisser. Mais merci beaucoup. Je reviendrai après. Hein, mais... Merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup. Malik, tu peux quand même répondre. Je vais finir là-dessus, Choulama. Tu sais, je pense que très souvent, ce qui arrive quand je débat avec Jack, c'est que vraiment, il va parler de pommes, puis moi, je vais parler d'un autre fruit complètement. Puis on a de la misère à se rejoindre dans nos propos là-dedans. Tu sais, je suis un homme de loi, j'aime parler de la loi, je veux pas commencer à tomber dans des généralisations et tout ça. Je veux juste finir en disant ceci, là, OK? Quand on parle des changements, quand on parle de la menace de la charia ici, je veux juste rappeler aux gens ceci. Puis là, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui viennent de la France et ces gens-là, c'est des fans de Jack qui ne m'aiment pas. Et vous savez quoi? Vous êtes les bienvenus à commenter dans le chat et tout. Moi, je m'adresse aux Québécois parce que la situation en France, elle ne m'est pas familière autant qu'ici au Québec et franchement, elle ne m'intéresse pas. Et au même type que les textes coraniques, ça c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un d'ignorant, c'est parce que je suis quelqu'un qui a pas pris le temps de vraiment lire là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la loi puis la situation politique. Et je pense que ça intéresse beaucoup plus de personnes. Je veux juste dire ceci. Au Canada, au Québec, là, la Charte canadienne des droits puis la Charte des droits et libertés vient encadrer n'importe quel changement qui est législatif. Donc, au niveau de la loi. Fait que si un gouvernement voulait introduire un élément d'un droit religieux quelconque, n'importe lequel, que ce soit la charia ou le droit canonique ou peu importe, les tribunaux le bloqueraient immédiatement. OK? Parce que ça contrevient aux droits fondamentaux. Fait que la seule façon de contourner la charte, c'est via la clause dérogatoire. OK? Là, je viens de vous expliquer texto comment s'opèrent les changements législatifs ici. Fait que, pour qu'un projet de loi ou est-ce qu'un élément de la charia veuille passer ici, écoute, il faut passer l'étape des dépôts, des débats, des commissions parlementaires, des votes. Ensuite, il faudrait que la Cour suprême ait un pouvoir de contrôle pour invalider n'importe quelle loi qui serait inconstitutionnelle. Il n'y a aucun parti politique au Québec et au Canada qui va proposer d'intégrer des règles religieuses dans le Code civil. Toutes les données montrent là, que depuis 30 ans ici au Québec, les projets de loi tournent autour de la fiscalité, des services publics, de l'éducation, de la santé. Fait que l'idée là qu'il y a une prise de pouvoir religieuse qui va... c'est un scénario qui est alarmiste et qui est hypothétique. OK? Et tout ce que ça sert, c'est à mobiliser les peurs électorales.
C'est ça mon point. Maintenant, lorsqu'on parle de vraies dérives, lorsqu'on parle de vraies menaces, pour Jack, c'est l'islam sunnite. Pour moi, c'est tout ce qui est autoritarisme. Quand on voit présentement aux États-Unis, là, et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis parce que traditionnellement, ce qui se passe aux États-Unis est importé dans un rayon d'à peu près 10 ans ici au Canada. Très souvent, c'est ça qui arrive. Le Texas a adopté une loi qui oblige l'affichage des 10 commandements dans chaque salle de classe qui est publique. Ça, pour moi, c'est une dérive. La Louisiane, elle a suivi avec une loi qui est similaire. OK? Dans n'importe quelle école publique, il faut que tu affiches les 10 commandements. Alors là, on parle pas d'islam, là. On parle d'un pays qui est à quelques kilomètres de nous autres. Puis là, on parle même pas des autres dérives au niveau du droit de l'avortement. Là. En Arizona, là, il y a une initiative constitutionnelle présentement là, qui garantit le droit à l'avortement jusqu'à la vie. Comme Jack t'a dit, Malik, États-Unis caca, on va pas défendre ça. Mais alors, c'est quoi qu'on défend? De quoi on parle? Attends, mais Malik, moi, j'ai compris que on était un peu vers la fin du débat. J'ai fait monter une os d'os parce que la dernière fois, il voulait te poser une question, mais tu devais partir. Vas-y. Est-ce que tu as du temps pour écouter une os? Écoutez qui? Uno Dos, la personne qui est montée la dernière fois, voulait parler avec toi. Sors de toi, Malik. Sure, vas-y. J'avais une question. Je voulais savoir, Malik, tu dis clairement que tu n'as pas de connaissances par rapport à l'islam, les textes islamiques, etc. Donc, j'essaie de comprendre sur quelle base tu portes, ok, pour défendre ou donner des droits à l'islam dans une société qui veut pas de religion comme la société québécoise. Donc, sur quelle base tu te poses, ok, pour parler de l'islam puis défendre les idéaux de l'islam, etc. Quand on sait très bien les résultats que l'islam a eu dans d'autres pays, comme dans d'autres sociétés, comme les nôtres, comme l'Allemagne, la Suède, etc. Vas-y. Parce que la situation en Allemagne et la Suède, je ne la connais pas. Moi, je connais la situation au Québec, au Canada, puis j'ai pas besoin d'être expert en islam pour savoir s'il peut y avoir des débordements ou non. Ce que j'ai besoin de maîtriser, c'est les principes juridiques fondamentaux, puis les droits qui sont protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise. C'est sur cette base-là